Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Espace de travail dédiée cette fois-ci aux hôtesses d'accueil. Elles, car ce sont en grande majorité des femmes, sont embauchées dans les salons, les congrès, au guichet des entreprises pour sourire, répondre au téléphone et parfois même simplement faire joli dans le décor. Une description bien évidemment très réductrice de leurs tâches, de leurs conditions de travail et du secteur dans lequel elles évoluent. Pour en parler avec moi aujourd'hui, deux invités que j'ai le plaisir de recevoir. Tout d'abord Gabrielle Schutz, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et vous avez publié en 2018 un ouvrage passionnant, c'est souvent ce que je dis quand on reçoit des gens, mais c'est vrai que c'est particulièrement passionnant, qui s'appelle « Jeunes, jolies et sous-traitées, les hôtesses d'accueil », donc un ouvrage de sociologie qui a largement inspiré cette émission. Et puis Julie Boulanger, bonjour. Bonjour. Vous avez été hôtesse d'accueil par intermittence, puis à temps plein sur une période de 10 ans, donc vous avez plein de choses à nous raconter. Vous avez accepté de nous raconter cette expérience, ainsi que votre travail syndical pendant ces années-là, sous les couleurs du syndicat Sud. Je vais commencer par vous, du coup, Julie Boulanger. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes devenue hôtesse d'accueil, à quel âge, et puis quel a été en condensé votre parcours? Oui, alors le monde de l'hôtessariat, je l'ai découvert assez jeune et par hasard. En réalité, c'est ma maman qui m'a intronisée dans ce milieu. Elle-même était hôtesse assistante administrative par la suite. Et en fait, elle m'a proposé à ma majorité d'avoir une première expérience professionnelle. Elle travaillait dans un grand groupe bancaire où donc on recourait à des hôtesses d'accueil dans les halls d'immeubles. Et j'ai commencé donc ma première mission à l'âge de 18 ans pour un remplacement l'été de 2 semaines. C'était vraiment au début une démarche de découverte du monde du travail, de première expérience, d'argent de poche, comme le font beaucoup d'étudiants. Et ensuite, j'ai renouvelé l'expérience 1 an plus tard pour une durée un peu plus longue, pour 1 mois. C'était une première expérience enrichissante, mais je n'imaginais pas du tout que j'allais reproduire en fait voilà, ces expériences professionnelles jusqu'à en faire un métier, même si j'ai jamais considéré ce métier réellement comme le mien, puisque c'était un moyen de financer mes études. L'idée m'est venue en fait, voilà, quand j'ai voulu financer tout d'abord mes études de fac d'anglais, puis ensuite de sociologie. J'avais besoin donc de me financer, j'avais cette envie d'indépendance et bien que c'était des études non onéreuses, parce que la fac c'est pas ce qu'il y a de plus cher comme étude, mais j'avais besoin tout de même de subvenir à mes besoins et d'acquérir mon autonomie. Et la manière dont je me suis prise, c'est plusieurs emplois d'hôtesse. Au début à temps partiel, puis en fonction de la trajectoire que j'ai eue donc pour obtenir mon logement, j'avais besoin d'un meilleur salaire, donc j'ai eu recours à un temps plein, puis j'ai voulu me libérer du temps pour consacrer plus d'espace à mes études, donc à nouveau temps partiel. Voilà comment j'ai modulé en fait votre temps en fonction de votre vie. Toujours dans l'hôtessariat pour maintenant presque 10 ans. Et c'était toujours dans le même groupe, enfin la même agence, Pénélope? Au départ, oui, puisque le prestataire présent dans la société de maman, c'était la société Pénélope. Je suis rentrée donc dans cette agence. J'avais même pas conscience à l'époque qu'il existait vraiment pléthore d'agences et que j'aurais pu voilà, m'intéresser à d'autres. On me proposait du travail, j'y allais. Par la suite, en apprenant à connaître un peu mieux les rouages du métier, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres employeurs possibles, avec d'autres missions, d'autres rémunérations. Et j'ai un peu ouvert votre champ. Voilà, mon champ des possibles. Est-ce que, Gabrielle Schutz, ce que Julie Boulanger raconte, c'est un parcours classique de l'hôtessariat? Alors je reprends vos mots. Ou est-ce que c'est un job qu'on fait en passant ou un vrai métier? Moi, ça me semble assez caractéristique d'un des usages de cet emploi. C'est-à-dire qu'on voit dans ce que vous racontez tout le caractère extrêmement flexible, en fait, qui fait que c'est effectivement très adapté pour tout un tas de personnes qui n'en font pas une activité principale, donc en particulier les étudiantes, mais aussi des personnes qui essaient de s'insérer sur le marché du travail à la suite de leurs études, ou alors qui essaient de s'insérer dans les mondes de l'art, dans les mondes du spectacle vivant, ou
pour être auteur, même être journaliste, pour des gens qui ont des métiers comme ça où on peut être un peu en freelance. Donc effectivement, on voit bien la souplesse. Après, ce qui est assez étonnant, moi je trouve, dans votre parcours, c'est qu'effectivement, vous êtes resté 10 ans et c'est une ancienneté qui est quand même assez peu fréquente. En fait, le turnover dans les sociétés d'accueil, en tout cas pour l'accueil en entreprise, comme vous avez fait, comme ça on est par exemple au guichet d'une banque, enfin pas au guichet d'une banque, mais dans le hall d'entrée à l'accueil d'une banque. C'est à peu près 50%, c'est-à-dire qu'au bout d'une année, la moitié des effectifs sont renouvelés. Des hôtesses qui ont plus de 3 ans d'ancienneté, il y en a très peu, il y en a peut-être 20%. Donc sur la durée, même s'il y a pas mal d'étudiantes qui font ça sur une durée relativement conséquente, 2 ans, 3 ans, 4 ans, malgré tout, c'est assez peu commun. Une des raisons pour lesquelles on voit le métier d'hôtesse d'accueil comme un métier d'appoint, en fait un métier de complément, c'est que le secteur mise beaucoup, si j'ai bien compris, sur le fait de recruter des jeunes femmes jolies, disponibles aussi le soir, le week-end, donc avec un emploi du temps flexible. Alors on dit souvent potiche, vous dites dans votre ouvrage, vous vous interrogez en tout cas sur est-ce que ce sont des vamps, des maîtresses de maison ou des femmes à tout faire. En tout cas, il y a une constante qui est celle de recruter des femmes sur leur physique, leur tenue, leur féminité. Et c'est évidemment pas que ça qu'elles vont faire, mais en tout cas, c'est ça qui est un peu dans le décor. Est-ce que c'est toujours ça? Pour être une hôtesse, il faut d'abord être jolie? Alors là, je pense qu'il faut quand même distinguer deux grands secteurs. Donc il y a le secteur de l'accueil d'entreprise dont on vient de parler, et puis il y a aussi le secteur de l'accueil événementiel que vous avez évoqué en introduction en parlant par exemple des salons. Les critères physiques ne sont pas aussi prégnants dans les deux secteurs, malgré tout ils le sont. Donc, pour commencer par l'accueil événementiel, là c'est vraiment très très clair, il y a même en général des limites de taille, enfin plutôt des tailles planchers qui sont données. Il y a aussi des limites en termes de taille de vêtements, c'est-à-dire que les uniformes qui sont fournis pour les prestations d'hôtesse événementielles, généralement, ça ne va pas au-delà du 40, voire 42 pour celles qui sont éventuellement très très grandes. Donc voilà, donc il y a une prescription très claire. On demande aux jeunes femmes d'avoir ce que les agences appellent une bonne présentation. Donc il y a une sélection physique qui est très claire, qui est manifeste. En ce qui concerne l'accueil en entreprise, malgré tout, ces critères sont moins prégnants, c'est-à-dire qu'il n'y a généralement pas de critères au niveau de la taille. Malgré tout, cette fameuse bonne présentation, elle est toujours requise. Et en fait, elle recouvre, c'est pas seulement un cache-sexe pour ne pas dire une belle femme. Bonne présentation, ça veut effectivement dire a priori une jeune femme assez jolie, mais il y a aussi l'idée d'une jeune femme qui sait bien se tenir, qui va être capable finalement de dégager une féminité assez polissée, de bien se tenir droit, de savoir s'apprêter, de se maquiller correctement, de ne pas se maquiller vulgairement, donc de se maquiller légèrement, mais pas trop, de mettre du parfum, mais pas trop. Enfin voilà, donc derrière cette idée de bonne présentation, en fait, il y a des critères de présentation qui sont extrêmement précis, qui sont objectivés. Et puis après aussi derrière les recommandations vestimentaires qui sont faites aussi. Enfin, je veux dire, c'est aussi sur la taille des talons, sur la nuance du rouge à lèvres. Donc tout l'aspect physique, présentation physique est extrêmement présent. Et il est aussi extrêmement détaillé par les sociétés prestataires, notamment dans les chartes qu'elles distribuent aux hôtesses au moment où elles signent leur contrat. Enfin, il y a certaines sociétés prestataires où il faut signer la charte de qualité en même temps que le contrat et qui spécifie notamment tous ces attendus en termes physiques. Donc oui, c'est toujours le cas. Est-ce que, Gilles Boulanger, vous vous reconnaissez dans ces attentes qu'ont pu avoir les entreprises à votre égard, non seulement sur les attentes physiques, mais aussi savoir être femme, enfin avoir une attitude de femme, en dégager un certain type de féminité? Oui, complètement. Par rapport je rebondis un peu sur ce qui a été dit par rapport aux critères physiques qui sont évidemment incontournables. Enfin, c'est encore voilà, dans les attentes des clients, hein. C'est pas une évidence pour la plupart d'entre eux, mais j'ai le sentiment pour ma part que c'est pas suffisant, c'est jamais nommé, mais dans cette façon d'être, voilà, d'avoir une bonne présentation, d'être ce qu'on appelle la bonne hôtesse, c'est pas tant le physique, même s'il est très prégnant, hein. Moi, j'ai davantage de sentiments, et d'autant plus en entreprise, qu'en fait, on n'est pas recruté pour son physique. Et ça, c'est presque une évidence, en fait, sinon vous ne serez même pas reçu. Par contre, vous êtes recruté à la suite d'un entretien pour votre capacité à vous exprimer correctement. Voilà, il y a des tests de français, d'anglais, de culture générale à l'entrée de certaines agences, la plupart. Et ensuite, ce qu'on va évaluer, c'est tout simplement en fait, votre niveau d'études. Les candidatures les plus
retenu, et c'est très paradoxal, et ce qui, moi, m'a interpellée dans mon activité syndicale, c'est que c'est un travail soi-disant pas qualifié. Et en réalité, ce qui fait que votre profil est retenu, c'est que vous êtes étudiante, vous êtes cultivée, vous avez une certaine prestance, aussi due à votre capacité à avoir certaines réparties en entreprise, qui est un petit peu moins vrai en événementiel, mais qui l'est quand même sur certaines missions prestigieuses, où on attend de vous que vous sachiez répondre, prendre la parole, voilà, c'est des savoir-être et des savoirs sociaux qui sont loin d'être banals. Il faut savoir comment passer un micro, être à l'aise. Alors oui, ça veut aussi dire être à l'aise pour traverser un auditorium en courant avec des talons, mais c'est pas que ça en fait. C'est aussi comment je m'adresse à un PDG, et tout ça c'est très mis sous le tapis. Et je pense qu'effectivement il y a une grosse part de féminité, mais en fait dans cette féminité, tout en mettant beaucoup en avant ces atouts féminins, on oublie que il y a quand même une grosse dominante je pense, d'intelligence, mais qu'on veut masquer. C'est-à-dire qu'on met beaucoup en avant le physique, mais il n'y a pas que ça. Alors du coup, je crois que vous n'avez pas encore lu le livre de Gabrielle Schutz, mais c'est exactement ce que vous dites, parce que vous dites à un moment, le secteur événementiel est assez gourmand du profil type jeune fille de bonne famille, et vous allez expliquer que c'est beaucoup moins caricatural que ça, mais néanmoins ça, et le profil entreprise est plus friand d'un profil de banlieusarde. Alors expliquez-nous les différences, et en quoi ça répond un peu à ce que vient d'expliquer Julie. Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, le recrutement des sociétés prestataires vise la jeune fille de bonne famille. Quand je disais tout à l'heure bonne présentation, je parlais aussi d'une façon de se tenir, d'une façon de se maintenir, de présenter une féminité policée. Donc, ça renvoie aussi à une certaine bourgeoisie. Les prestataires d'accueil, comme les clients, demandent aux hôtesses de recevoir comme des maîtresses de maison recevraient chez elles. Toutes leurs chartes s'inspirent des chartes qui étaient celles des hôtesses de l'air dans les années 1930-40, au moment où elles sont nées. Donc, sachant que les hôtesses de l'air, à leur naissance, pareil, c'était un métier qui était pensé comme un métier de vocation, destiné à des jeunes femmes qui n'avaient pas vraiment besoin de le faire, mais qui faisaient ça parce que vraiment ça leur plaisait, comme on devenait infirmière au 19e siècle, on devenait hôtesse de l'air pour aider les autres. Donc, il y a derrière ce substrat vraiment très lié à une féminité bourgeoise. Donc, effectivement, c'est ce que visent par le recrutement ces agences. Aussi parce que, comme vous l'avez signalé, en réalité, pour pouvoir s'adapter à des univers très différents dans lesquels circulent les hôtesses d'accueil, pour pouvoir répondre aux questions qu'on vous pose, alors que vous venez de découvrir l'endroit, par exemple, ça c'est typique de l'événementiel, vous venez d'être affecté à une mission dans un endroit où vous ne connaissez pas du tout le secteur, vous ne connaissez pas la clientèle, vous ne connaissez pas les problématiques, pour identifier ces enjeux très rapidement, malgré tout, un niveau d'études élevé, ça aide aussi pour l'élocution, etc. Donc en effet, elle vise les jeunes filles de bonne famille, et on peut dire en effet que ça correspond en partie au recrutement de l'événementiel, au sens où en événementiel, on a à peu près 9 hôtesses sur 10 qui exercent l'activité en tant qu'activité secondaire, soit comme je disais tout à l'heure parce qu'elles sont étudiantes, soit parce qu'elles essaient de s'insérer dans les mondes de l'art. En revanche, en accueil en entreprise où c'est des CDI, donc des CDI à temps partiel, 2 tiers de temps partiel, forcément, pour recruter sur le long terme des jeunes femmes qui ont des compétences linguistiques, souvent aussi on demande de savoir parler l'anglais, on ne l'a pas dit, il faut savoir se servir de logiciels de messagerie instantanée, bon c'est pas spécialement compliqué, mais bon malgré tout c'est pas à la portée de tout le monde d'envoyer des mails sans faire des fautes d'orthographe pour prévenir quelqu'un que quelqu'un a essayé de le joindre, etc. Donc pour recruter sur le long terme en CDI des jeunes femmes qui ont ces capacités-là, donc qui ont fait des études, c'est un peu compliqué parce qu'a priori, quand on a fait plusieurs années d'études, on n'a pas forcément nécessairement envie de rester hôtesse sur le long terme. On cherche plutôt dans un autre domaine, son domaine d'études. Et donc, c'est pour ça que j'ai opposé les jeunes filles de bonne famille et les banlieusardes. C'est évidemment très caricatural. Mais donc, finalement, en accueil en entreprise, on a beaucoup plus de jeunes femmes qui font ça, non pas en activité secondaire, mais en activité principale. On a à peu près un tiers des hôtesses qui en font leur activité principale, au sens où elles cherchent vraiment un emploi dans cette branche et cherchent à s'y maintenir. Généralement, elles cherchent à obtenir un temps plein. Ça peut être, par exemple, des jeunes femmes qui ont fait des bacs pro, des bacs pro accueil ou qui n'ont pas été jusqu'au bac, voire des jeunes femmes qui ont fait des BTS tourisme. Ça peut être aussi une porte d'entrée dans certains métiers du tourisme. Donc celles-ci, généralement, vont plus avoir tendance à rester. Et donc, banlieusarde, c'est un peu caricatural, mais c'est parce qu'en fait, j'ai étudié les hôtesses à partir d'un fichier de prestataires où je regardais leur adresse. Et donc, elles habitaient beaucoup plus souvent en banlieue. Les communes où elles habitaient étaient aussi souvent des communes plus pauvres que les hôtesses de l'événementiel. Et celles que j'ai rencontrées étaient aussi issues de milieux plus populaires, en fait. Donc, ça fait un petit peu
deux populations un peu contrastées, même s'il y a des circulations évidemment entre l'accueil événementiel et l'accueil en entreprise. Et est-ce que, pour poser la question un peu brutalement, on considère que une jeune femme racisée est plus acceptable dans le hall d'un immeuble de banque que sur un événement un peu standing de type salon ou congrès ou grand raout de chef d'entreprise par exemple? Alors pas dans le hall d'une grande banque, hein, mais par contre dans le hall par exemple d'un hangar où viennent les chauffeurs de bus à la fin de la journée à l'accueil d'un entrepôt en grande banlieue. Oui, donc en effet, il y a une gestion de la main-d'œuvre qui utilise les caractéristiques physiques des hôtesses à des visées marketing. Hein, dans le versant, voilà, je me rappelle d'une agence d'hôtesse qui expliquait que par exemple, pour promouvoir de la vodka, il fallait des jeunes femmes blondes aux yeux bleus. Et puis bon, parfois aussi, certaines entreprises souhaitent renvoyer une image de marque un petit peu diversité, mais bon, c'est très instrumentalisé, donc elles vont vouloir une hôtesse noire, une hôtesse maghrébine, une hôtesse rousse, une hôtesse brune, etc. Donc il y a cette notion de diversité qui va être souvent instrumentalisée, mais en réalité, ce qui se passe, et les prestataires le disent, c'est que toute chose égale par ailleurs, une jeune femme plutôt BCBG, grande, mince et blonde, va être plus facile à affecter qu'une jeune femme racisée, petite, grosse, même si elle n'est pas les trois à la fois, effectivement. Donc, en effet, plus on correspond au modèle de la jeune fille de bonne famille, non racisée, blanche, éduquée, plus on va avoir tendance à être dans les arrondissements cossus de la capitale, dans des grandes banques d'affaires. Hein. Et plus on s'éloigne de ce modèle, plus on va se retrouver dans des accueils plus en périphérie. En fait, les sociétés prestataires essaient aussi, en accord avec leurs clients, d'accorder ce qui suppose être les caractéristiques de la clientèle reçue, enfin plutôt des visiteurs plutôt que de la clientèle reçue, aux caractéristiques de l'hôtesse. Donc en effet, ça mène à une gestion différenciée. Et pour rester un peu sur ces questions de genre, se pose évidemment la question des violences sexistes et sexuelles. Est-ce que le fait d'être embauché aussi pour... Alors vous l'avez dit, il y a aussi une intelligence en fait, du métier et à développer pour être capable de gérer diverses situations. Mais vu ce qu'on attend aussi de vous, que vous soyez une femme qui accueille, est-ce qu'on est confronté à devoir repousser des hommes qui ne font pas la différence entre le fait d'être accueilli et le fait d'être harcelant? Oui, complètement. Juste avant ça, j'étais intéressée par la question précédente sur le racisme et j'aimerais bien y revenir deux petites minutes. C'est quelque chose que j'ai beaucoup observé et qui est très tabou, évidemment, et jamais clairement nommé. En tant que déléguée syndicale, j'ai pu un peu rentrer dans les coulisses du métier et accéder à des points de vue que je n'avais pas en tant qu'hôtesse. Et les difficultés que ça peut présenter parfois de répondre à des attentes de clients qui sont ouvertement racistes, en fait. Les attentes, hein, pas les clients, quoique des fois on se pose la question, mais en fait, c'est pas évident, et en même temps c'est une part de responsabilité des agences, d'accepter ou de refuser voilà, un cahier des charges, parce qu'on parle d'être humain, mais il y a un cahier des charges qui est très précis parfois, et qui va, voilà, moi je veux pas d'une grosse, je veux pas d'une moche, et je veux pas d'une noire, et ça peut être dit tel quel. Alors ce sera jamais cité en réunion, mais moi, ça se sait, les hôtesses on en parle, et effectivement d'expérience, j'ai beaucoup plus vu des personnes racisés en entreprise que sur les salons événementiels. Donc ça veut dire que c'est difficile pour l'agence de dire non au client. C'est comme ça qu'ils le présentent en tout cas. Moi je pense pas que ce soit si compliqué. Mais pour eux ça l'est parce que c'est perdre un client. Donc après c'est une question de priorité, l'argent ou ses valeurs, je sais pas. Mais voilà, eux sont souvent « Oh mais vous comprenez », en tout cas dans le discours que moi j'avais entendu très souvent, nous on a des clients, on choisit pas, on est obligé de répondre à... Non, on n'est pas obligé, ça c'est mon point de vue personnel. Mais eux voilà, pour pas perdre le marché, si eux refusent ces attentes ouvertement racistes et de faire de la discrimination, de se faire complice en fait de la discrimination des clients, et du coup ils vont perdre un contrat. Et en général, c'est plutôt le contrat qui l'emporte. Hein. Et voilà, ce que j'aimerais bien juste aussi ajouter, pour ma part, je pense que c'est une interprétation personnelle. Pourquoi dans l'événementiel c'est encore compliqué
pour voilà, les clients d'admettre et les agences, parce qu'il y a aussi des agences qui essayent de faire avancer cette question, qui insistent un peu, qui présentent des hôtesses, mais elle est très professionnelle, elle connaît son métier en fait. C'est pas une justification, refuser ce profil juste pour la couleur de la peau. Il y en a qui prennent le risque quand même de le faire. Moi voilà, mon point de vue c'est que dans l'événementiel, et je rejoins complètement ce que vous avez dit sur le profil type, bonne famille, et donc très blanc de peau, aussi un bourgeois, il y a aussi cette notion de beauté, de fraîcheur, de jeunesse, auquel on associe voilà, beauté, blancheur. Et pour moi, il y a aussi beaucoup de mannequins qui fréquentent, c'est pas le même public du tout, il y a beaucoup de mannequins par exemple, ou d'aspirantes mannequins, modèles, qui travaillent en événementiel en appoint. Et c'est beaucoup moins le cas en entreprise, on ne trouvera pas le public mannequin. Et donc j'ai l'impression que dans l'inconscient collectif, l'hôtesse événementielle étant proche de la mannequin, c'est plus difficile en fait d'y laisser accès à des personnes voilà, non blanches. Et du coup, de la même manière que ça peut être compliqué pour une entreprise de dire non, enfin pour une agence de dire non à une entreprise qui a un cahier des charges discriminant ou discriminatoire, pour revenir à ma question précédente, est-ce que c'est compliqué pour une hôtesse de dire à son agence ce poste-là m'est insupportable parce qu'un tel se comporte comme ça, ou ce salon-là c'est l'enfer parce que les clients se comportent. Mais ils le savent, parce que déjà pour quand même donner un élément de contexte, bien souvent les personnes qui nous placent sur des missions sont des anciennes hôtesses. Donc en général, ils l'oublient bien souvent, mais ils connaissent le terrain et ils savent les difficultés auxquelles on est confronté. Et voilà, l'exemple qui revient très souvent, mais je ne pense pas que ce soit forcément le plus parlant, le mondial de la moto. Donc effectivement, il y a quelques années, c'était très très vrai, ça l'est de moins en moins, je trouve. Néanmoins, il y a des blagues, etc. Mais là où je trouve d'autant plus violent les remarques sexistes et la difficulté à y répondre, parce que sur un mondial de l'auto ou de la moto, il suffit simplement d'ignorer, de sourire bêtement, et quoique c'est pas si bête, ça demande un effort considérable de se forcer à sourire, mais voilà, en restant toujours courtoise. C'est assez simple d'éviter. Voilà. Là où moi j'ai trouvé ça beaucoup plus violent en fait, c'est en entreprise, parce que si sur un salon vous pouvez bouger, en général vous avez quand même un périmètre sur lequel vous avez le droit de vous déplacer. En entreprise, c'est pas toujours le cas. Vous avez bien souvent pas le droit de quitter votre borne d'accueil. Il faut bien souvent poser la question pour aller aux toilettes, est-ce que je peux me lever? Donc si vous avez un interlocuteur très insistant, voire clairement lourd, et qu'en plus c'est quelqu'un qui a un poste à responsabilité dans la société, ça va être très compliqué de lui dire vous pouvez partir. Ça c'est pas quelque chose qu'on peut dire en fait. Et pourtant ça pose quand même une question de comment j'arrive à mettre fin à cette situation qui est proche parfois quand même du harcèlement, sans blesser l'ego de monsieur ou madame d'ailleurs, parce que des fois c'est pas que des hommes. Donc voilà, c'est très difficile en réalité de gérer ces situations. Est-ce que ça fait partie des enjeux auxquels le secteur est confronté, cette question de la gestion de cette ambiguïté entre le fait de recruter des femmes faites aussi pour plaire et de les protéger des éventuelles agressions? Je ne sais pas si c'est un enjeu qui est pris en considération comme tel. En tout cas, c'est sûr que, le fait d'être hôtesse expose à la drague, si ce n'est au harcèlement, puisque effectivement, on est dans une relation de service, donc il s'agit de répondre au mieux aux visiteurs, d'être serviable, d'être aimable, d'être diplomate aussi, de jamais lever la voix, de rester courtoise. Donc à partir de là, c'est quand même très compliqué de repousser des avances autrement que de façon discrète, subtile et nuancée. Donc ça expose. Et puis le fait aussi d'être prestataire, c'est-à-dire que la précarité en fait de la situation, évidemment, ça démultiplie cette situation-là. Parce que moi, ce que j'ai trouvé très frappant, on parlait du mondial de l'automobile, c'est que sur le mondial de l'automobile, il y a aussi des commerciaux. Parfois, ce sont des femmes commerciales. Alors, c'est quand même plus souvent un couple femme-hôtesse et homme commercial, mais ça arrive aussi qu'il y ait des femmes commerciales. Mais généralement, les femmes commerciales, elles ne se font pas draguer parce qu'elles ne sont pas packagées comme « je suis là pour être draguée ». Elles ne sont pas habillées comme des hôtesses, même si les hôtesses, en général, sont habillées comme des jeunes filles de bonne famille au mondial de l'auto, pas celui de la moto. Mais en tout cas, elles ne se font pas draguer parce qu'elles ne sont pas dans cette position, justement, d'hôtesse. Donc, le fait aussi d'être finalement un peu le dernier échelon de la hiérarchie dans une société, l'hôtesse d'accueil, le petit personnel, puis le fait tout simplement d'être embauché par un prestataire, d'être en CDD parfois, en CDI même par un prestataire, on est quand même éjectable, ça expose beaucoup plus en effet, et ça expose à la drague des visiteurs, et ça expose aussi au harcèlement des collègues. Alors on ne peut peut-être pas parler de collègues justement, parce que justement les hôtesses sont prestataires, donc ce n'est pas leurs collègues, mais des gens qui ne sont pas des visiteurs étrangers, qui sont les salariés, qui les voient tous les jours, et en effet elles sont là aux mêmes horaires, tous les jours, au même endroit, elles ne peuvent pas bouger. Et donc en effet c'est extrêmement exposé.
C'est l'autre grande caractéristique en fait on pense souvent en question de genre en la matière, mais c'est l'autre grande caractéristique dont vous venez de parler des hôtesses d'accueil et des hôtes d'accueil, puisqu'il en existe un peu, c'est donc d'évoluer dans le monde de la prestation de services. Donc en fait, l'hôtesse d'accueil, et c'est vrai pour d'autres professions, n'est pas l'employé de la banque, du salon de l'auto, du salon de la moto ou de que sais-je. Elle est employée par une agence qui va la mettre à disposition du client. Donc évidemment, ça crée éventuellement une double domination de son employeur et de son client. Quel est l'impact de cette situation sur les conditions de travail et est-ce que ça fragilise les conditions de travail? Oui, alors, enfin, en tant qu'ancienne déléguée syndicale, c'est la grosse problématique à laquelle je me suis confrontée, et même personnellement auparavant. Hein. C'est extrêmement difficile, en fait. Quand on a une question à poser qui n'intéresse personne, eh ben, personne n'y répond. Parce qu'en fait, l'un et l'autre, l'employeur ou le client chez qui on est affecté, se renvoie la balle. Ah non, mais c'est pas moi, il faut s'adresser à l'autre. C'est quoi par exemple? Par exemple, ça peut aller de l'augmentation de salaire à l'intitulé de la fiche de poste, parce que la conséquence, une des conséquences, mais pour moi, celle que je retiens le plus, il n'y a pas d'évolution de carrière ou très peu dans ces métiers, pour pas mal de raisons. Mais une difficulté quand les hôtesses essayent de faire valoir leur travail réel, c'est de le faire reconnaître. C'est-à-dire que vous avez un donneur d'ordre qui rajoute assez régulièrement des tâches quand il voit qu'il a affaire à quelqu'un d'assez débrouillard et d'intéressé, qui a envie de faire. Bien souvent, la liste des tâches s'allonge au fil des années. Et le contrat initialement signé, qui était répondre au téléphone ou dire bonjour, si je caricature, n'est plus du tout celui qui est effectué. Et d'ailleurs, c'est très facile. Je pense qu'il y a une certaine forme de facilité pour certaines grandes entreprises de recourir à des hôtesses d'accueil, dont on sait très bien qu'en réalité, elles font plus du secrétariat, de l'assistant à la direction, voilà, à des salaires beaucoup plus intéressants pour eux. Et la difficulté, c'est que nos employeurs réels, qui sont bien souvent étrangers, hein, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, et je ne suis pas la seule, à ne même pas mettre un visage sur un nom, c'est-à-dire que je suis en contact tous les jours avec un client qui ne m'emploie pas directement, mais la personne qui est mon interlocutrice normalement privilégiée, je ne lui adresse jamais la parole, si ce n'est pour adresser mes congés payés, s'il y en est, et éventuellement une demande d'augmentation de salaire, qui aura généralement pas de réponse. Donc c'est assez, vous voyez, c'est très particulier parce que ça élude tout un tas de questions. Les personnes qui sont en général sur les sièges ne savent pas du tout les tâches réellement effectuées. Donc quand on arrive en réunion de négociation annuelle obligatoire face à un DRH qui lui non plus ne sait pas réellement ce que font les personnes, ça varie d'un site à un autre, hein, c'est très compliqué de faire entendre que si, il y a un savoir-faire, il y a un travail à réévaluer, c'est extrêmement délicat. Le client n'a aucun intérêt à défendre le fait que oui, il vous surcharge de tâches qui ne sont pas de votre métier, parce que sinon sa prestation va être évaluée à la hausse aussi. Donc c'est un piège, je trouve. Ça, vous insistez beaucoup dans votre travail sur toutes les tâches invisibles en fait de l'hôtesse d'accueil, et doublement invisibles parce que, comme vous le dites, son employeur n'est pas là en fait, puisqu'il n'est pas sur le lieu de travail. Parler une langue étrangère, répondre donc dans une langue étrangère, manier le téléphone, manier la gestion d'un agenda, parfois même certaines font de la prise de notes, enfin en réunion, enfin il y a quand même beaucoup de choses qui sont bien au-delà de l'accueil. Qu'est-ce que la prestation de service, l'externalisation a de particulier dans ce secteur de l'hôtessariat? Déjà, je pense qu'il faut comprendre, pour comprendre en quoi ça fragilise et ça engendre aussi une déqualification, une invisibilisation des tâches, il faut comprendre aussi pourquoi est-ce que les clients ont recours à l'externalisation. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'ils n'embauchent pas directement les hôtesses d'accueil, hein. C'est pas si mystérieux, hein. Ça leur permet plusieurs choses. Alors déjà, ils ne paient pas forcément moins cher, ça faut s'en rendre compte aussi, même si ça peut arriver, ça peut être le cas parce que dans des sociétés qui ont une forte présence syndicale, des conventions collectives avantageuses, ça pourrait arriver que s'ils avaient une hôtesse en interne, ça leur coûte plus cher. Mais passer par un prestataire, c'est pas tellement pouvoir payer moins cher, c'est plutôt s'offrir une certaine flexibilité. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet, si par exemple on a une baisse de budget, ça permet par exemple de supprimer l'accueil du jour au lendemain. Sans avoir besoin de licencier. On peut mettre fin à un contrat commercial avec un prestataire. On n'a pas besoin d'assumer derrière la question du licenciement. Donc c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus indolore. Ça permet aussi de changer à volonté l'hôtesse d'accueil et toutes les personnes qui sont externalisées. C'est-à-dire que si la tête de l'hôtesse d'accueil ne vous revient pas, si elle a commis une erreur et que du coup la direction générale s'en est plainte, hop, le lendemain on peut avoir une autre hôtesse qui est là. Ça permet aussi, donc en faisant peser
sur elles cette incertitude de est-ce qu'elles vont continuer à être employées, elles savent qu'elles sont sur un siège éjectable, ben, ça permet en principe de les motiver, c'est-à-dire ça laisse sur elles une certaine pression. Ça permet aussi de faire pression sur les salariés qui ne sont pas externalisés, parce que c'est moins le cas pour les hôtesses d'accueil, mais ça arrive, parfois il y a des accueils mixtes où il y a des hôtesses qui sont en interne et des hôtesses qui sont externes. Et les hôtesses qui sont en interne, on leur dit bah, attention, hein, si vous voulez pas qu'on vous externalise, il va falloir se tenir bien. Et donc c'est pareil aussi pour les agents de sécurité, hein, ça fonctionne souvent aussi comme ça, tous ces métiers des services généraux, c'est pareil, il y en a une partie parfois qui est en interne et une partie qui est externalisée. Donc ça permet de mettre la pression à la fois sur le personnel externalisé, mais aussi de faire pression sur le personnel interne en disant vous voyez ce qui vous attend si vous ne tenez pas correctement. Donc ça présente vraiment beaucoup d'avantages, hein. Ça permet d'avoir des gens a priori qui devraient être toujours un peu en période d'essai en fait. Donc à partir de là, bah, c'est sûr que ça ne procure pas des conditions très satisfaisantes. Et puis ça génère aussi une pression sur les prix, puisque finalement, dans la prestation de service, le prix, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah, il y a le salaire de l'hôtesse, le salaire chargé, et puis il y a aussi un delta qui est destiné à rémunérer le travail de recrutement, de formation, même s'il n'y a pas beaucoup de formation, mais il y en a un petit peu quand même qui est effectué par les prestataires. Et puis, il y a très peu de capital qui est mobilisé. Il y a quelques uniformes, mais les consoles de standard, c'est pas le prestataire. L'ordinateur, c'est pas le prestataire. Donc, en fait, la pression sur le prix, elle se fait directement en fait, sur le salaire des hôtesses. Puis, les conventions collectives, du coup, sont très peu avantageuses. Enfin, comme je disais, si on est une société avec une forte présence syndicale, il y a des chances que l'hôtesse d'accueil en interne, elle finisse en bout de carrière à être correctement payée. En revanche, la convention des prestataires de services du tertiaire, le travail le dimanche, c'est pas considéré comme quelque chose d'exceptionnel, ça donne pas lieu à des majorations. Enfin voilà, il y a tout un tas de... Justement, dans un tel contexte, avec un gros turnover aussi lié au secteur, est-ce que c'est possible d'avoir une action syndicale, d'abord de la faire sans être sous pression, enfin de la mener sans être sous pression, puis même d'obtenir des choses dans un tel contexte? C'est très difficile pour beaucoup de raisons. La première, c'est effectivement, je pense, ce turnover qui est extrêmement difficile à gérer. Pour vous donner un exemple très concret, voilà, effectivement, une personne qui a atteint 1 an dans une agence, c'est déjà une ancienne. Hein. Donc, en général, quand moi je me rendais sur site avec mes collègues pour faire des tournées de sites, informer les personnes du fait qu'on existe, parce que c'est rien que ça. Étant donné qu'on est tous éclatés sur des sites différents, on n'a pas vraiment de collègues, à moins que ce soit un site qui prévoit plusieurs auto-hôtesses, mais c'est rarement le cas. On voit personne d'autre de son entreprise, donc on ne peut pas parler sur les difficultés rencontrées communes, voilà, le métier, on n'en discute pas. Donc ça aide pas, je pense, à une forme de syndicalisme, ne serait-ce que la conscience d'avoir des intérêts communs ou une forme de collectif. Souvent, les gens ignorent qu'il y a 3000 personnes qui travaillent dans la même société qu'eux, au même poste. Et donc nous, on se rendait sur place pour essayer d'informer ces personnes du fait qu'elles n'étaient pas seules et qu'aujourd'hui, avec les moyens de communication qu'on a, on pouvait se mobiliser. Et ça marchait en général, hein, parce que les problématiques, c'est parce qu'il manque. Et voilà, les personnes étaient intéressées par notre démarche. La vraie difficulté, c'était le renouvellement incessant. Parce que, comme on l'a dit, le public qui se tourne vers l'hôtessariat, en général, hein, pour la majorité, ne reste pas. Donc, il faut refaire en permanence ce travail de pédagogisation de qu'est-ce que c'est un syndicat, parce qu'on partait de là, en général. Sur les jeunes générations, en plus, ça se perd complètement, cette idée de syndicalisme. En plus, bien souvent, on ne s'identifie pas comme hôtesse, comme moi-même, hein. C'est pas son métier, c'est une activité étudiante. Donc on n'a pas envie de s'impliquer, on ne s'identifie pas comme hôtesse réellement, donc on ne s'implique pas dans la société. On a d'autres priorités. Et pour celles qui pourraient s'y intéresser, en général, elles s'impliquent, mais ça dure que quelques mois, elles partent. Donc le recrutement en termes de section syndicale, nous on a eu des grosses difficultés par rapport à ça, et on en a encore. Et puis, autre chose, effectivement, c'est ce que ça implique après vis-à-vis de l'agence, vis-à-vis des clients. Moi-même, hein, j'ai pu l'expérimenter. Avoir des heures de délégation, c'est bien. Pouvoir les poser sans avoir peur de perdre son job, c'est l'autre, quoi. Et donc, la difficulté que moi j'ai rencontrée, par exemple, c'est vous êtes trop souvent absente. Le client... C'était assez cocasse comme situation. Le client a demandé votre changement de site. Voilà, donc du jour au lendemain, on me demande de changer de site. Et ça, c'est possible. Ah oui, c'est tout à fait. Même sur un motif, parce que vous avez des délégations, vous aviez des ordres de délégation. Même sur un délit d'entrave comme ça, il n'y a pas de problème. On vous dit, vous changez de site, demain vous êtes ailleurs. Alors bon, moi, un petit peu informée, je dis, mais non, déjà, il y a un certain délai à respecter, et puis vous allez m'expliquer pourquoi, en fait. Ça fait déjà 1 an et demi que je suis sur ce site. Si mon travail ne convient pas du jour au lendemain, j'aimerais bien comprendre. Et donc,
m'explique clairement, ah bah oui, parce que vous êtes trop souvent absente à cause de vos heures de délégation. Et à ce moment-là, je demande une explication, pourquoi le client est informé déjà du motif de mes absences. Et on me dit, ah bah vous voulez que je lui dise quoi? Une hôtesse autant absente, sous-entendu ça n'a pas été formulé comme ça, mais aurait déjà été virée, quoi. Donc le client, il a bien fallu lui donner une réponse à un moment donné. Et je me suis retrouvée à rechercher moi-même les coordonnées du fameux responsable qui avait demandé mon remplacement. D'une part pour vérifier si c'était vrai, parce que c'est le client qui l'a demandé, c'est une excuse un peu facile de la part de ces agences en général, et c'est souvent dans les réponses qu'on vous fait, mais quand c'est pas le cas. Et donc, je me suis retrouvée à contacter sa chère responsable du Crédit Agricole pour comprendre, et il m'a dit clairement, si vous êtes absente pour vos examens, vos partiels, ce qui arrivait aussi, ça ne me pose pas de problème. Si c'est pour faire du syndicalisme, c'est une autre chose. Et là, je me ok, d'accord. Donc, en gros, c'est clairement c'est compliqué. Et ça vient bien du client, et c'est très compliqué. J'ai été sur le site, du coup. Alors, est-ce que cette situation, qui n'est déjà pas totalement rose, ne va pas s'empirer, puisqu'il semblerait que, comme pour les femmes de ménage ou d'autres types de métiers déjà externalisés, ce monde des plateformes qui font appel à des hôtesses d'accueil, qui sont auto-entrepreneurs, donc en freelance. Donc là, on est encore sur un degré d'externalisation triple, si je puis dire. Est-ce que ça, c'est une menace pour le secteur? Est-ce que vous en avez côtoyé, par exemple, des hôtesses d'accueil auto-entrepreneurs qui sont mises en contact avec le client par le biais d'une plateforme numérique? Alors oui, en événementiel. En entreprise, pas du tout. En entreprise, en même temps, il y a une vision beaucoup plus pérenne de l'activité. Enfin, voilà, le profil recherché, c'est quelqu'un qui va rester. Et dans l'événementiel, c'est différent. C'est vraiment en général, hein, du one-shot, où vous faites vos prestations et vous allez terminer. Moi, j'ai découvert ça assez tardivement, parce que j'ai d'abord fait de l'accueil d'entreprise, ensuite d'événementiel. Et on m'a conseillé, en fait, des collègues m'ont conseillé, quand on a de l'expérience et un bon profil, comme j'étais supposée l'avoir, de se lancer en freelance pour la simple raison que c'est plus rémunérateur. C'est plus rémunérateur et en fait la marge que se prend l'agence, elle n'est plus là et vous avez la liberté d'avoir autant de clients. En fait, ça devient vos clients à vous. Vous avez une certaine carte de visite parce que vous avez travaillé sur certains salons et on vous propose à ce moment-là, mais c'est les collègues eux-mêmes qui le proposent, hein, certaines agences demandent exclusivement à travailler avec des freelances. C'est aussi pour ça que je me suis posé la question. Mais moi, je n'ai pas expérimenté. Les personnes qui m'en ont parlé semblaient dire que c'était beaucoup plus libérateur qu'autre chose, dans la mesure où vous êtes plus tributaire de « on m'affecte à cette mission prestigieuse ou pas ». Vous avez une propre gestion de votre portefeuille. Vous êtes plus tributaire d'une agence. Ça court-circuite un peu... C'est censé être à vous de payer vos cotisations sociales, quand même. Oui, bien sûr. Mais quand vous voyez la facturation à laquelle vous pouvez présenter en tant qu'individuel freelance et ce que se met dans la poche une agence, vous vous posez quand même la question. Récupérer la commission. Vous n'aviez pas forcément constaté ça au moment de l'enquête, mais est-ce que ça tourne un peu dans moi, j'ai entendu parler de ça, mais effectivement, au moment de l'enquête, je ne l'ai pas constaté. Après, moi, ce que ça m'inspire, c'est aussi que finalement, les hôtesses d'accueil événementielles, elles ont déjà un certain nombre de caractéristiques du freelance, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est hôtesse d'accueil en événementiel, comme on est employé que par des CDD extrêmement courts. Il faut en permanence aller montrer sa motivation à l'employeur, le prestataire, pour être employé. C'est-à-dire qu'en permanence, il faut se montrer, dire qu'on a besoin de travailler. Donc il faut nouer des relations qui sont quasiment des relations de clientèle avec celles qu'on appelle les bookeuses, qui sont justement les femmes qui vont affecter sur les missions, faire les emplois du temps, etc. Donc finalement, on est presque déjà comme une auto-entrepreneuse qui cherche ses propres clients, qui convainc d'employer, on est aussi une auto-entrepreneuse au sens où on essaie aussi de diversifier ses compétences, c'est-à-dire d'être capable d'assurer tout type de missions. Donc ça peut être des missions de type hôtesse sur salon, mais ça peut être aussi du street marketing, par exemple, savoir faire du roller, distribuer des flyers, ce genre de choses. Enfin, il y a plusieurs types de missions, essayer de faire des missions d'interprétariat, enfin voilà, devenir chef hôtesse aussi. Là aussi, ça demande un certain nombre de compétences. Et pour développer aussi ce portefeuille de compétences, il faut soi-même prendre l'initiative d'essayer d'être affecté sur un certain type de mission. Donc en réalité, cet aspect un peu freelance, entrepreneur de soi, c'est déjà très présent dans l'accueil événementiel, hein, comme dans tous les métiers comme ça qui sont sur la pige, du CDD, freelance, quoi. C'est déjà pas mal. Ça porterait en germe. C'est déjà pas mal le cas. Ça porte déjà en germe ça, donc c'est vrai que ça m'étonne pas tellement que ça se soit développé, en particulier
dans le secteur de l'événementiel. Il y a déjà pas mal d'hôtesses qui ont aussi un pool de clients et où c'est le client qui va solliciter l'agence pour qu'elle emploie telle hôtesse qu'en fait il connaît déjà. Et donc là, on voit bien que le rôle d'intermédiaire en fait du prestataire, il est vraiment réduit. Il est vraiment réduit à la portion conduite. Hein. C'est vraiment l'idée de faire intermédiaire, d'assumer le contrat de travail, que le client ne prenne pas le risque de l'emploi, donc de faire assumer à quelqu'un d'autre le risque de l'emploi via un intermédiaire, mais l'intermédiaire, il sert essentiellement à ça. Enfin, pas toujours, mais en tout cas, dans certains cas, c'est déjà le cas. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour à la fois vos témoignages, votre travail et votre analyse. Vous pouvez regarder et re-regarder cette émission sur Mediapart, ainsi que toute la collection d'émissions Espace de travail dédiées au monde du travail. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les deux et à bientôt sur Mediapart.